Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19 h. Nous sommes le mercredi 24 février. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Yannick Noah, Gaël Monfils, Gilles Simon, Richard Gasquet et Édouard Roger Vasselin, tous les membres de l'équipe de France de tennis sont en Guadeloupe. Les Guadeloupéens étaient au rendez-vous cet après-midi pour les accueillir à l'aéroport. Suite de notre dossier consacré à la réforme du nouveau permis de conduire. L'un des objectifs est de rendre plus accessibles les transports en commun pour les personnes à mobilité réduite. Rencontre avec Christophe, un abîmien qui vit depuis 8 ans de la récup. Il crée des meubles et des accessoires de jardin à partir de palettes. Le journal Aurélie Ronze. Notre invité ce soir, Tonje Bakan, fondateur de la plateforme AfroStream. Nous en parlerons en détail en deuxième partie de ce journal. Il y avait donc du monde en milieu d'après-midi à l'aéroport Paul Caraïbe. Après Jo-Wilfried Tsonga lundi, le reste de l'équipe de France de tennis est arrivé. Une équipe au complet dont certains membres ont accepté de livrer leurs impressions. Le reportage d'Éric Pommier avec la complicité de Julien De Kuyper et de Quentin van der Stichelen. 2 jours après l'arrivée de Jo-Wilfried Tsonga, l'équipe de France de tennis arrivée en Guadeloupe est désormais au complet. Yannick Noah, le nouveau capitaine et tous ses joueurs sont enfin sur la terre du pays organisateur. Une Guadeloupe qui donnera l'opportunité de découvrir un premier tour France-Canada du 4 au 6 mars prochain. Une grande fierté pour le capitaine. On est très content d'être là, on est très content. Jo est arrivé avant-hier je crois. Demain on va commencer l'entraînement. Ça nous permet, voilà, on a 9 jours donc c'est bien, c'est assez long, d'habitude on a moins de temps, donc c'est bien, on va avoir le temps de s'acclimater. Vous savez que la surface est quand même différente de ce que les joueurs ont pu connaître depuis quelques mois, donc ça prend un peu de temps. Mais on est là pour travailler, voilà, on est très content d'être là. Pas un des joueurs retenus ne manque à l'appel. Yannick Noah veut se donner toutes les chances de battre le Canada. Le capitaine est confiant. Mon équipe, on a une très bonne équipe. On a une bonne équipe. On est homogène. Maintenant, vous savez, les saisons sont très longues, donc la Coupe Davis dépend beaucoup de la forme du moment. Donc voilà, à nous maintenant de travailler pour être prêts le 4, 5 et 6. L'équipe de France en Guadeloupe, difficile de passer inaperçu. Selfie, photo avec les héros de la raquette, nombreux sont ceux qui ont voulu immortaliser le moment. Parmi ces héros, Gaël Monfils, le sourire aux lèvres. Il est en effet l'enfant chéri très attendu à domicile. Le numéro 2 français affiche sa joie. Mon frère, je suis très heureux quoi. Yes. Après les joies de l'arrivée en Guadeloupe, la réalité, s'approprier l'environnement, s'acclimater et surtout prendre possession des nouveaux cours mis à disposition. Dès demain, premiers échanges, objectifs, pendant une semaine faire corps avec tout l'environnement et surtout sur une terre battue flambant neuve, surface de prédilection des Français, là où le Canada devrait trébucher. Et de son côté, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, doit arriver ce soir en Guadeloupe. Une visite qui a pour thème le Zika. Pour l'instant, 25 cas ont été biologiquement confirmés en Guadeloupe. Demain, elle fera un point sur la progression du virus dans notre département et rencontrera une équipe de lutte antivectorielle ainsi que les équipes de maternité du CHU de Pointe-à-Pitre. De son côté, la Banque mondiale a débloqué 150 millions de dollars pour les pays concernés par le Zika. Le virus pourrait en effet avoir des conséquences économiques. On fait le point tout de suite avec Karine Gielman. Le Zika, un virus économique. Son impact sur la population n'est plus à démontrer, notamment dans la Caraïbe et en Amérique latine. La Banque mondiale en a pris la mesure et a annoncé 150 millions de dollars de soutien immédiat dans la zone. Autre chiffre important, l'impact économique à court terme sur le PIB en 2016 dans la région. Près de 3 500 000 $, soit 0,06% du PIB. Toutefois, les pays de la Caraïbe vivant du tourisme risquent de ressentir une diminution de près de 1% de leur produit international brut. Face à la crainte du secteur tourisme dans la région, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a délivré le 1er février dernier un message rassurant. Il ne doit y avoir aucune restriction imposée aux voyages ou aux échanges commerciaux avec les pays, zones ou territoires où il y a une transmission du virus Zika. L'OMS a également précisé qu'il faut spécialement veiller à ce que les femmes enceintes aient les informations et le matériel nécessaire pour réduire le risque d'exposition. De son côté, le président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, se dit prêt à soutenir les pays les plus touchés par la crise et à débloquer des soutiens supplémentaires.
On vous en parle depuis hier, le permis de conduire va bientôt changer après le code de la route hier. On parle ce soir des particularités qui concernent notamment les transports en commun. Les détails avec Anne-Elisabeth Artsen. Rendre accessibles les transports en commun à tous, c'est l'objectif de cette réforme qui rend désormais obligatoire l'équipement des bus en PMR, c'est-à-dire un dispositif pour accueillir des personnes à mobilité réduite. Vidian Maletti est l'un des tout premiers gérants d'auto-école à s'équiper. Pour les transports en commun, ils sont obligés de faire la montée et la descente d'un handicapé. Et ils ont ça jusqu'au 18 mars 2018. Ça veut dire qu'en 2018, après mars 2018, les gens doivent avoir leur attestation en disant leur formation a été faite sur un véhicule équipé de PMR. Et elle est obligatoire. Alors je sais qu'aujourd'hui, il y en a qui font cette formation sans être équipés de ça. Mais on a déjà tiré la sonnette d'alarme en disant qu'il faut être équipé de PMR. Autre particularité de cette réforme, l'éthylotest installé dans tous les véhicules de transport en commun et la généralisation de la conduite en mode automatique. Obligatoire sur tous les transports en commun, c'est-à-dire qu'il faut souffler dedans pour savoir si vous êtes apte à conduire. Et si vous n'êtes pas apte à conduire, le véhicule ne démarre pas. La nouvelle réforme aussi pour avantager les gens, tous les constructeurs de véhicules lourds, pour aller au transport en commun, maintenant les véhicules sont des boîtes automatiques. Une nouvelle réforme serait donc bientôt proposée concernant le permis B, qui serait alors passé en mode automatique. Pour se former à la conduite manuelle, des auto-écoles agréées proposeront 7 heures de conduite sans examen supplémentaire pour avoir un permis complet, automatique et mécanique. Et vous l'avez donc entendu, l'objectif du nouveau permis de conduire est également de démocratiser l'usage de la boîte automatique. Julien De Kuyper et Quentin van der Stichelen vous ont demandé si vous étiez pour ou contre les voitures automatiques. Je préfère la manuelle. Ben justement, bientôt, les gens qui vont apprendre à conduire et passer leur permis, ils utiliseront que des voitures automatiques. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a des réflexes qui vont disparaître. Je préfère les boîtes automatiques. Et je vous dis bien franchement, je dispose de 2 véhicules à mon domicile, ce sont 2 boîtes automatiques. C'est beaucoup plus facile pour la conduite et beaucoup plus reposant. J'ai déjà eu une voiture comme ça et je m'ennuie. J'ai pas, moi il faut automatique. Je préfère la boîte manuelle, c'est normal. Mais je ne connais pas encore l'automatique, alors je ne peux rien dire de cela. Catastrophique, parce que les gens déjà ont du mal à conduire avec le permis, avec la voiture, avec les vitesses. Alors avec la voiture automatique, ce serait encore pire. Mais bon, pour moi, personnellement, je préfère le manuel. Au démarrage, tu peux te déplacer plus facilement que l'automatique. Il faut être adapté, quoi. Et vous préférez le vélo ? C'est meilleur pour la santé. Cette rencontre à présent avec cet Abymien qui vit depuis 8 ans de la récup. Il en a fait d'ailleurs son activité professionnelle. Christophe a eu l'idée originale de créer des meubles et des accessoires de jardin à partir de palettes en bois. Le reportage de Muriel Barlagne. D'abord, récupérer la matière première. C'est l'étape la plus compliquée. Des lattes de bois en pin ou en bois rouge. Pas n'importe lequel, celui provenant de palettes. Avec, Christophe Thomas crée des meubles, des accessoires de jardin et des cages pour animaux. Le maçon coffreur a fait de la récup son activité professionnelle. L'aventure a commencé il y a 8 ans. L'histoire a commencé avec la mère de mon fils qui m'a demandé de faire une cage à poules pour une poule qui passait dans notre jardin avec des poussins. Donc du coup j'ai accepté, je l'ai fait devant chez moi. Et puis il y a une personne qui est passée en voiture, un homme qui m'a demandé si c'était une cage à poules. Je lui ai dit oui. Il m'a dit que ma cage à poules était très très belle et il m'a demandé si je la vendais. Donc j'ai accepté, je lui ai vendu. Je lui ai demandé 100 €, il m'a dit que c'était trop cher, je lui ai vendu 80 €. Donc du coup j'en ai refait une autre pour la mère de mon fils, une plus grande. Et c'est une autre voisine qui m'a demandé à l'acheter, donc je l'ai vendue. C'est comme ça que c'est parti l'idée. À la base, j'ai pas eu l'idée spécialement. Chez Christophe Thomas aux Abîmes, où tout se déroule, pas de meubles en stock, tout est fabriqué sur commande. Aujourd'hui, il doit concevoir 7 bacs à fleurs. Le bois et quelques clous suffisent. L'opération plutôt rapide durera quelques jours. Alors les palettes, j'ai le soutien des entreprises qui sont à côté de moi, qui me les offrent gracieusement. J'ai aussi le soutien de la mairie des Abîmes qui m'autorise à rester sur son terrain.
Ensuite, en général, les palettes viennent des entreprises à côté. Parfois, quand j'ai des grosses commandes, j'ai des livreurs que je paye et je vais chercher des palettes avec eux. C'est des meubles sur mesure, mais c'est du standard aussi, hein, parce que moi, je travaille la palette en fonction de ses dimensions. Ça m'évite de trop scier. Donc, en général, les cages les moins chères ou les meubles les moins chers, ils font 1,20 m de long sur 90 de large. Enfin, pour les cages et les meubles, c'est 40 de large. Les buffets, les canapés, c'est 80 de large. Voilà. En général, les créations sont vendues à l'état brut, sans vernis, ce qui permet de fixer des bas prix. La marque de Christophe n'est pas la seule sur le marché. Il doit prendre en compte la concurrence. L'activité séduit et fait de plus en plus d'émules, mais pas de quoi l'inquiéter pour l'instant. Direction à présent notre grande région de la Caraïbe. Il est question ce soir de la visite du président français François Hollande en Argentine. Voici la Minute Caraïbe. Suriname, commerce fermé à Albina. Les services de santé publique du Suriname ont débarqué chez certains commerçants de la ville d'Albina, ville frontalière du côté du Suriname, avec Saint-Laurent-du-Maroni. Après avoir constaté que certains commerçants vendaient des produits interdits et des aliments périmés, les agents sanitaires ont purement cadenassé leurs portes. Des commerçants avaient fait l'objet de plusieurs avertissements auparavant. En guise de solidarité, les autres commerçants d'Albina ont décidé de faire grève et ont tous baissé leurs rideaux. La ville n'était plus approvisionnée et le trafic fluvial entre Albina et Saint-Laurent a été fortement perturbé, ce qui cause un préjudice économique important quand on sait qu'une centaine de voyages par jour est dénombrée entre ces deux villes frontalières. Les commerçants d'Albina ont déclaré vouloir dénoncer les méthodes employées par les services sanitaires surinamais, notamment le fait d'intervenir sans signe d'identification et sans se présenter. Argentine, Hollande en VRP, François Hollande est le premier chef d'État occidental à rendre visite à son homologue Mauricio Macri, élu depuis seulement 2 mois. Le président français a été notamment accompagné du footballeur franco-argentin David Trezeguet et de près d'une cinquantaine de chefs d'entreprise françaises. L'Argentine est la 3e économie d'Amérique latine riche en ressources naturelles. Le président Hollande envisage d'aider les entreprises françaises déjà implantées, Renault, Total ou encore Danone, mais également d'encourager l'installation d'autres sociétés. Pour sa part, le président argentin a déclaré vouloir renforcer une relation historique avec la France après que son prédécesseur, Cristina Kirchner, lui ait tourné le dos. Le président argentin est très apprécié des marchés financiers, ce qui rend son pays plus attractif à l'investissement mondial. François Hollande a déclaré soutenir l'Argentine dans le règlement du litige sur la dette qui date de la crise économique de 2001. L'Élysée n'a pas hésité à actionner le ressort de la diplomatie sportive en invitant David Trezeguet dans cette délégation pour se rendre dans un pays fou de football. Les dirigeants d'Ariane Espace et de Thales faisaient également partie de la délégation française, preuve d'une volonté de coopération en matière spatiale entre les deux pays. L'arrivée de Barack Obama en Argentine est annoncée pour le mois prochain. Mexique, le nouvel Eldorado automobile. Audi, Mercedes, Nissan, Kia, BMW, Ford, Honda ou encore General Motors. On ne compte plus les constructeurs automobiles ayant récemment annoncé l'ouverture de nouvelles usines au Mexique. Selon les constructeurs automobiles, le Mexique cumule tous les avantages. Un coût du travail faible, une situation géographique idéale et des droits de douane au plus bas. Le pays est ainsi devenu le 7e producteur de voitures au monde. Il vient de dépasser le Brésil et s'apprête à ravir la 6e place à la Corée du Sud. La production automobile y a doublé au cours des 5 dernières années. Elle devrait encore y croître de 50% dans les 3 ans qui viennent, passant de 3 400 000 à 5 millions de production de véhicules par an. Plus que les salaires, ce sont les droits de douane qui semblent faire la grande différence entre les États-Unis et le Mexique. D'ailleurs, c'est la douche froide pour le sud des États-Unis, notamment pour les États du Tennessee et de l'Alabama, où aucune nouvelle usine ne s'est installée depuis plus de 6 ans. On va parler de culture maintenant. Vous le savez, le Festival régional et international du cinéma de Guadeloupe se poursuit, le FEMI. Et parmi les invités présents actuellement en Guadeloupe, Tonje Bakan, président et fondateur d'AfroStream. Alors AfroStream, c'est une plateforme dédiée aux films et aux séries afro-américains, africains et caribéens. Tonje Bakan qui est ce soir sur le plateau d'Alizé. Bonsoir. Bonsoir. Alors cela fait 6 mois que vous avez lancé AfroStream. On va en parler dans quelques instants, mais avant, c'est quoi le streaming ? Le streaming,
streaming, c'est la possibilité de voir, grâce à Internet, des films et des séries sur son ordinateur, sur son smartphone, sur sa tablette, en illimité, quand on veut. Alors, comment vous est venue cette idée de lancer AfroStream? Alors, j'ai toujours eu des difficultés à trouver des films avec des personnages qui me ressemblent, qu'ils soient africains, caribéens, afro-américains. Et c'est vraiment important pour toute personne d'avoir finalement des modèles de réussite qui vous ressemblent à l'écran. Et devant cet obstacle, puisque ces films étaient peu diffusés en télé, je me suis dit que j'allais prendre mon énergie et mes économies et aller parler aux grands studios américains pour essayer de les convaincre de me permettre de prendre leurs films et de créer de la valeur autour de ces films. Ça veut dire que la France ne diffuse pas assez de films et de séries afro-américains? Je ne sais pas si la France diffuse assez de films afro-américains, mais en tout cas, je savais qu'il y avait une forte demande et un marché. Et au lieu de me plaindre, je me suis dit que j'allais entreprendre et lancer moi-même une solution par rapport à cette demande. Alors, quel est le principe? Le principe est assez simple. Le principe est un abonnement mensuel d'un peu moins de 6 € qui vous permet d'accéder comme ça à des films et des séries. Vous choisissez par exemple l'affiche d'un film et tout d'un coup, ce soir, vous pouvez regarder le film que vous avez choisi. Il y a combien de films et de séries? Enfin, le catalogue est très important. Alors aujourd'hui, il y a plus de 250 films et chaque mois on rajoute une vingtaine de nouveaux films, et en termes d'épisodes de série, il y a plus de 1000 heures d'épisodes de série, donc il y a assez de contenu pour passer toute l'année devant son écran. Et ça, c'est accessible depuis son ordinateur, depuis son smartphone ou sa tablette, hein? Tout à fait, et en reliant bien sûr son ordinateur à son écran télé, on peut avoir tous ces films en plein écran. Alors comment ça se passe? C'est vous qui allez chercher ces films et ces séries, ou alors c'est directement des producteurs qui viennent vous voir pour apparaître dans votre catalogue? Comment ça se passe? Alors dans un premier temps, ça a été beaucoup mon équipe et moi-même qui allions à la rencontre des studios et des producteurs. Et avec la notoriété naissante, de plus en plus de producteurs nous contactent via notre site internet et nous proposent leurs films. Nous mettons à disposition des longs métrages, des documentaires, des séries, des concerts. C'est accessible partout dans le monde? C'est accessible partout dans l'Europe francophone, la Caraïbe et bientôt quelques pays d'Afrique. Alors vous êtes donc actuellement en Guadeloupe dans le cadre du FEMI. Il y a notamment le marché du film qui se déroule en parallèle donc, du FEMI. Vous avez justement trouvé des productions caribéennes qui seront bientôt peut-être sur AfroStream? Alors ce qui est très intéressant dans ce festival du FEMI, c'est qu'il y a beaucoup de projets en cours qui cherchent des financements. Et avec mon équipe à AfroStream, on a vraiment la volonté de s'impliquer dans la production locale. Je pense que c'est très important. La région fait beaucoup de choses comme ça pour aider les producteurs locaux et les réalisateurs. Et AfroStream s'inscrit dans ce projet. Il y a des productions guadeloupéennes qu'on peut retrouver sur AfroStream? Pas encore, justement, je suis venu au FEMI pour faire mon marché. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques nouveautés qu'on peut retrouver sur AfroStream depuis ces derniers jours, par exemple? Depuis ces derniers jours, on peut retrouver une série documentaire qui s'appelle Aid Cases et qui met en avant le cheveu naturel de la femme noire. C'est une journaliste qui va à la rencontre comme ça de ces femmes qui sont en désamour autour de leurs cheveux, et on leur réapprend à se réapproprier leurs cheveux et l'apprécier. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour AfroStream? Beaucoup d'abonnés. Si on veut acheter de grosses séries, il faut qu'on ait de plus en plus d'abonnés. Et depuis mon passage ici en Guadeloupe, nous avons de plus en plus d'abonnés guadeloupéens. Donc continuez à nous faire confiance et on pourra vous délivrer les meilleures séries. Merci Tonje Bakan en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le fondateur du site AfroStream. Je vous le disais en début de journal, l'équipe de France de tennis est désormais au complet. Les premiers entraînements débuteront d'ailleurs demain au Vélodrome de Gourdeliane. Alors il faut savoir que certaines écoles guadeloupéennes se sont mises à l'heure de cet événement mondial. C'est le cas de l'école élémentaire Kléber-Moinet au Gosier qui propose pendant une semaine des ateliers autour du tennis. C'est à l'initiative de l'Union sportive de l'enseignement du premier degré. Le reportage d'Éric Pommier. À l'annonce de l'organisation de la Coupe Davis en Guadeloupe, Alex Raphaël de l'UCEP a eu une petite idée, mettre en place une semaine du tennis à l'école. La Ligue de tennis a adhéré au projet. L'établissement élémentaire Kléber-Moinet à Margaillard-Gosier s'est donc mise à l'heure de la petite balle jaune. Oui, c'est exactement, ça nous a donné des idées, que les enfants soient acteurs, qu'ils ne soient pas seulement passifs, qu'ils soient acteurs, qu'on puisse profiter de l'occasion pour qu'ils puissent découvrir le tennis pour certains, puisque certains n'ont pas encore vu de match de tennis, et pour qu'ils puissent suivre la Coupe Davis en connaissant les règles.
6 ateliers ont donc été mis en place permettant aux scolaires une première approche de l'activité tennis. Jeux d'adresse et de précision, jeux d'équilibre et autres ont permis une matinale d'effort avec des gestes précis pour exercices en tout genre. Quoique parfois compliqué, tout s'est passé dans la joie et la bonne humeur. Ça s'est bien passé. On est descendu en bas et on s'est passé la balle. Et après, on est monté et on a fait l'exercice. Au moule avec mon frère, j'ai déjà joué avec lui et j'ai bien aimé tout ça. En premier, on a fait les exercices pour tenir la balle sur la raquette et faire rouler la balle. Augusta Girard fait partie des 30 encadrants par enseignant à avoir bénéficié d'une formation adéquate pendant une semaine. Objectif, inculquer les bases du tennis, une expérience qu'elle avoue plutôt enrichissante. C'est intéressant et ça nous fait apprendre des choses et évoluer avec les enfants. Parce que moi, je fais partie de l'UCEP, ça fait des années. Et donc, dès qu'il y a une formation, je vais pour apprendre et pour transmettre aux enfants. Vous avez senti l'émulation chez les enfants quand on a parlé tennis? Oui, ils aiment beaucoup. Dès qu'on leur dit tennis, ils sont contents et puis ils viennent pour participer, ils ne veulent pas partir. Donc, on est obligé de les suivre. À l'issue de cette petite journée découverte de l'activité tennis, ces jeunes se verront remettre un petit lexique tennis historique, matériel, règles du jeu y figurent. Le NEC Plus Ultra sera le 2 mars prochain. Près de 2000 scolaires auront le privilège d'assister aux entraînements des joueurs de l'équipe de France au Vélodrome. Peut-être l'occasion de susciter des vocations. Il y a parmi ces enfants peut-être un futur Gaël Monfils ou une Serena Williams. Et on va rester dans l'univers du tennis. Juste avant le coup d'envoi de la Coupe Davis, la Ligue de tennis de Guadeloupe a décidé d'organiser la première édition de la Carukera Kids Cup, une rencontre internationale U10 entre le Canada, la France et la Guadeloupe. Elle se déroulera du 28 février au 2 mars. Les détails avec Anne-Elisabeth Artsen. La première édition de la Carukera Kids Cup opposera les tennisman en herbe du Canada, de la France et de la Guadeloupe. La Ligue a l'habitude de se déplacer en métropole pour accompagner les jeunes, 9-10 ans. Et avec la venue de la Coupe Davis, du coup on a annulé nos déplacements. Et du coup on s'est dit pourquoi pas organiser une belle manifestation pour nos 9-10 ans en complément de ça. Donc voilà, donc on a créé ça, on s'est mis en contact avec la Fédération française de tennis, la Fédération canadienne. Voilà, donc tout le monde était partant. Voilà, ça s'est fait plutôt rapidement. Après, voilà, il y a beaucoup de logistique autour de tout ça, mais voilà, tout le monde est content de cette petite nouveauté en marge de la Coupe Davis, voilà, sur les quelques jours avant la grande compétition. En fait, on a fait une sélection des meilleurs Français qu'on connaît, qui sont déjà là-bas. Nous, nos Guadeloupéens, qui n'ont pas la chance de les confronter régulièrement. Du coup, voilà, ça nous permet d'avoir vraiment une double confrontation. Et avec les Canadiens, on sait que la Fédération canadienne, depuis quelques années, ont une vraie politique de formation et ont des jeunes vraiment qui jouent bien. 20 jeunes, 5 équipes, 2 de Guadeloupe, 2 d'Hexagone et 1 du Canada s'affronteront entre le 28 février et le 2 mars. La remise des prix se fera à l'issue de la finale du 2 et pourrait même être effectuée par 1 ou 2 joueurs professionnels présents pour la Coupe Davis. Avant de se quitter, on va regarder ensemble la couleur du ciel pour demain. Un ciel qui sera chargé avec des nuages qui pourront donner lieu à quelques gouttes de pluie, notamment dans la région de Sainte-Rose-des-Haies. Les températures afficheront dans la matinée entre 24 et 26 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien, Minute Sport, suivi du journal de TF1 et des pronostics hippiques de Prévert Mayengo. Votre soirée sur Alizé, E égale M6, et puis un divertissement, la grande histoire de la télévision. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour toute l'actualité locale et régionale. Je vous souhaite une excellente soirée sur Alizé.